Ma vocation, c'est quelque chose qui est né comme ça, dans lequel je suis entré. Je dis oui Seigneur, si c'est ça que tu veux, c'est ça que je suis prêt à faire. Le provincial m'a dit, ton Algérie, ce sera le Cameroun. Ce qui m'a toujours dit, si c'est le Seigneur qui m'envoie, je vais. J'ai grandi dans l'ambiance de la guerre de 1940. Mon père était militaire, médecin militaire, donc on s'est déplacé dans plusieurs villes, Paris, Bourges, Montauban, Lyon, etc., jusqu'à ce qu'on se stabilise à Lyon. J'ai fait toutes mes études à partir du secondaire, enfin à partir de la 6e, 5e, à Lyon. Mais avant, on était à Paris, on était allé se réfugier dans le sud à cause de l'invasion allemande. Et donc j'ai vécu ma première enfance à Lyon, mais très heureux. C'est un peu devenu comme ma ville natale, c'était la ville natale de ma mère. Ma mère était lyonnaise à 100%. C'est là que j'ai vécu beaucoup avec des cousins germains et avec des cousines germaines. La proximité avec les filles, les femmes est devenue pour moi quelque chose de très familier et très, je dirais, très affectif, sans jamais qu'il y ait passage à d'autres désirs plus grands. On allait loger en grande banlieue pour revenir le lendemain matin. Donc c'était... et puis alors, il y avait les bombardements, surtout quand les Américains sont venus, ont essayé de chasser les Allemands. Ils le l'ont fait en bombardant de partout, ils ont fait sauter les Américains. À Lyon, il y a 30 ponts. On a 2 fleuves, comme on dit, le Rhône et la Saône. Il y avait 30 ponts. Les Américains ont fait sauter tous les ponts, 30. Donc il fallait après passer par des passerelles et tout. Donc j'ai connu ce moment-là, avec un père qui était très, très attentif. Mon père était médecin. Quand on était malade, il nous disait toujours que c'est rien du tout. Avant, tu n'étais pas malade. Il nous soignait discrètement. Mon père, j'ai appris très tard, parce que lui-même ne me l'a jamais dit, son grand-père était général. Alors, il a été élevé par un père, qui est mon grand-père à moi, qui était très, très dur, général Renard, Charles Renard, je crois. Donc mais là, ça remonte. J'ai appris ça beaucoup plus tard, parce que mon père ne m'a jamais parlé de ses racines familiales et tout. On a logé. J'avais un père qui était très, très attentif à ses enfants. Donc, il était très dur, mais très attentif quand on était malade, quand on avait des petits problèmes. Ah, ma mère, c'est une famille, vraiment famille. Allez, les grandes familles. Mon grand-père était soyeux. Et il a fait faillite l'année de ma naissance, et il est mort quelque temps avant moi. Donc toujours, ma mère m'a dit, j'ai eu le temps de dire à ton grand-père, avant qu'il ne meure, que j'étais enceinte et que j'allais bientôt lui donner un successeur. Donc je me suis toujours... Et d'ailleurs, je porte le nom de mon grand-père, je m'appelle Alain Louis Maurice. Maurice est le nom de mon grand-père maternel. Ouais. C'était en pleine guerre de 40, c'était en 1942. Donc en pleine guerre de 40, que j'ai connu, puis dans un collège chrétien et tout, ma famille chrétienne, donc j'étais bien encadré. Et la communion, c'est peut-être ma première communion, c'est peut-être le premier moment dont je me souviens où j'ai vraiment parlé au petit Jésus. On appelait ça le petit Jésus à l'époque. Bon, donc j'ai eu le sentiment d'une présence. Et donc la vocation, elle est venue comme ça. C'est la familiarité avec ce Seigneur qui m'avait parlé. Quand j'étais en 42, j'avais 7 ans seulement. Un de mes petits frères est mort à 4 mois de vie. Alors là, ça m'a beaucoup frappé. J'ai fait ma première communion peut-être 10 jours après la mort de ce petit frère qui s'appelait Daniel. Et donc ça a certainement... il faut dire aussi que pendant cette période, j'avais un de mes oncles, le frère aîné de mon père, qui était prêtre du Prado, qui était dans une mission catholique du côté d'Amiens, qui était dans une paroisse rurale du côté d'Amiens,
qui a été arrêté par la Gestapo et qui a fait des années de camp de concentration. Donc pour moi, c'était un inconnu, mais en même temps quelque chose d'assez extraordinaire. Un prêtre qui est arrêté et qui a tout fait. Il nous a expliqué après comment il a tout fait pour faire des hosties clandestines en utilisant les radiateurs de l'endroit où il était en détention en Allemagne et tout. Donc j'ai vécu, j'avais quand même 5 oncles prêtres, mais très différents. J'avais un dominicain, j'avais un moine cistercien, j'avais un prêtre curé de campagne, mais bon, qui est arrêté par la Gestapo, et plusieurs autres qui étaient prêtres comme ça. Donc mon environnement était un environnement de religieux, de prêtre, et je crois que c'était ma première communion que j'ai dit au Seigneur, ben oui, si tu veux me prendre, je viens. Le déclic, bon, c'est quand je n'ai pas connu les jésuites avant l'école centrale elle-même. J'ai même fait ma préparation à l'école centrale de Paris. J'ai fait ça à Lyon, dans le lycée du Parc à Lyon. Et là, l'aumônier était jésuite. Donc c'est la première fois que je voyais un jésuite animer une communauté chrétienne dans un lycée, dans un grand lycée, lycée d'État, qui n'était pas catholique, n'est-ce pas? Donc c'était pour moi intéressant et j'ai aimé le jésuite qui est là sans penser devenir jésuite. Hein. Alors après, je suis rentré à Centrale, et à Centrale, je pense que c'est le Seigneur qui a fait ça, mais mon meilleur ami à Centrale, c'était un Chinois, un Chinois dont le père était médecin dans le sud de la Chine. Toute sa famille a été expulsée avec la mission catholique au Vietnam, plus au sud. Donc il a grandi au Vietnam avec les frères des écoles chrétiennes, et ce sont les frères des écoles chrétiennes qui l'ont fait venir à Paris, au grand collège des jésuites, à côté à Versailles, Ginette. Donc lui vraiment m'a ouvert les yeux. Le premier contact que j'ai eu avec lui, il était en train de réparer son vélo à l'entrée de l'école centrale, où on allait suivre les cours régulièrement. Et moi, pris de compassion, j'ai dit, je vais aller aider ce pauvre Chinois dans ses problèmes de vélo et tout, sans savoir que ça allait être celui qui allait me conduire vers le Christ d'une manière tout à fait spéciale. Alors lui, donc, il avait l'expérience de Chine. Il m'a ouvert les yeux, parce que moi, je venais de la province, étant à Lyon, aller à Paris, c'était extraordinaire, c'était le paradis, mais lui, il m'a dit, mais non, puis il y avait la guerre d'Algérie, et puis il y avait l'Indochine, donc il m'a ouvert les yeux sur le monde, et lui, il était très bien formé apostoliquement, donc vous savez aussi, il était G6, et il m'a entraîné, je me suis laissé entraîner parce que je voyais que c'était un bon entraînement. C'est devenu un grand ami. J'étais en 2e année de Centrale, et puis on voulait voir qu'est-ce qu'on allait faire après Centrale. J'ai dit, moi, je vais... Alors lui me dit, ah, non, je veux rentrer chez les jésuites. Alors j'ai dit, oui, moi aussi, mais je veux rentrer, j'ai des oncles qui sont prêtres du Prado, je veux être prêtre diocésain de l'Institut du Prado. Oh, on me dit, mais non, tu es ballot, il faut être jésuite aujourd'hui, etc. Dans le monde, avec Teilhard de Chardin, de Lubac. C'est vrai que le rayonnement des jésuites à ce moment-là, dans Vatican II, c'était le climat de nos études supérieures. Hein. Donc ça me donnait envie de rentrer là. Donc je me suis laissé conduire par lui, et c'est là qu'il m'a conduit tout bêtement vers les jésuites qui manipulaient tout. À l'aumônerie des grandes écoles, c'était les jésuites. Alors, le jésuite qui s'occupait de Centrale est devenu mon grand ami. On a grandi ensemble. Et à un moment, j'étais en 2e année de Centrale, c'est en 1957, hein, ça remonte loin. Hein. En 1957, mon ami chinois me dit, ah, mais je voulais être jésuite. Et je lui dis, ben, moi aussi, mais moi je ne voulais pas être jésuite, je voulais être pradosien, comme mes oncles, etc.
On me dit, mais non, tu es trop bête, faut être jésuite maintenant, etc. Alors du coup, je me suis laissé séduire, les aumôniers étaient jésuites, j'en ai parlé à moi les jésuites, en seconde année de centrale, qui m'a préparé pour entrer. Et lui, au moment où... Alors lui, on a fait notre service militaire parce que c'était le service militaire obligatoire. Lorsque j'ai fini mes études de centrale, il a fallu que je fasse mon service militaire obligatoire comme lieutenant et non pas comme troupier de deuxième classe. Hein. Donc lui, eh bien, heureusement ou malheureusement, pendant cette période, il est tombé amoureux. Il est tombé malade. Il a été soigné par une infirmière. Il est tombé amoureux de cette infirmière et sa vocation sur la compagnie s'est volatilisée alors que moi, elle était en train de s'approfondir. Donc à un moment, on s'est retrouvés ensemble et on a pu constater que lui, son chemin... On a fait une retraite d'élection ensemble, mais nous ne parlions pas. L'un était dans sa chambre, l'autre dans l'autre, et c'est la fin de cette retraite d'élection que il me dit, non, tu sais, je vais rentrer, je ne vais pas être jésuite, je vais continuer mes études d'ingénieur, ce sera plus utile, on va rendre service aux gens, on va développer les pays, etc. Et moi, j'ai dit non, je suis rentré pour aller chez Jésus, je reste. Normalement, je devais faire, comme tout citoyen français, à l'époque, il fallait faire son service militaire. Et à cause de la guerre d'Algérie, le service militaire pouvait durer 2 ans. Hein, à l'époque où j'étais, et j'ai fait quasiment 2 ans de service militaire obligatoire. Hein. Donc, c'est tout de suite après Centrale, j'ai fait une école de formation d'officier. Et après, à la fin de cette formation d'officier, on était une vingtaine d'anciens des grandes écoles et on nous avait offert 20 postes. Bon, comme j'étais assez bien placé, je pouvais choisir ce que je voulais et j'ai choisi l'impensable. J'ai choisi d'aller en Algérie. J'étais à Alger, on me dit, bon maintenant, où veux-tu aller? J'ai dit, je ne veux pas aller dans les zones d'insécurité encore pour prendre le fusil, je veux aller là où je vais être proche des gens et puis leur parler de la réconciliation dont parlait le général de Gaulle. Donc réconcilier et dire que j'étais pour l'Algérie indépendante et non pas pour l'Algérie française. Parce que mon ami chinois était un vigoureux militant des indépendances à cette époque-là. On a vécu, nous, le moment des indépendances, l'éclatement de ces grands empires coloniaux et tout. Donc on était des pionniers de cette révolution intérieure. On m'a fait faire 6 mois ou 4 mois d'arabe et de culture algérienne pour que je puisse aller dans une section spécialisée qui s'occupait. Alors elle ne s'occupait pas des problèmes militaires, mais elle s'occupait des populations qui étaient bloquées par l'armée. Donc il fallait organiser s'il y avait des crises économiques, sanitaires, etc. Donc on était vraiment au service des populations. Alors ça m'intéressait. Je n'étais pas chargé Alors quand j'étais envoyé à la frontière avec le Maroc, hein, et tiens-toi bien, dans une section administrative qui était on était entouré par deux réseaux de barbelés électrifiés qui longeaient toute la frontière entre Maroc et Algérie, depuis la Méditerranée jusqu'au Sahara, au désert. Et là-dedans, il y avait peut-être 5 kilomètres entre les 2 réseaux. Et c'est là-dedans que j'ai été envoyé en mission auprès des populations pour m'occuper, non pas des questions militaires, mais de la survie de ces gens. J'étais responsable d'une petite unité militaire, j'avais une dizaine de militaires, de légionnaires avec moi, il y avait des Italiens, des Allemands, etc. Et j'avais déjà interdit à ma petite section la torture. Je n'ai pas question que vous alliez encore torturer, parce que mon prédécesseur utilisait la torture à grande échelle pour rétablir l'ordre à droite à gauche. Moi j'ai dit, je ne veux pas entendre parler de torture dans notre section. Mais un jour, je suis parti, je devais aller à Tlemcen, j'ai pris la voiture, la Jeep, je suis parti en voiture, et ma Jeep est tombée en panne. Parce que peut-être l'un des légionnaires qui était là n'avait pas refermé le bouchon, il avait fait une vidange sans remettre d'huile après. Donc je suis tombé. Et quand je suis revenu,
Tous les légionnaires, déjà, on avait une petite salle de séquestre. Il avait déjà arrêté des Algériens du village, etc. Ils étaient déjà complètement nus dans un local étroit et tout, et prêts, alors que moi j'avais interdit la torture. Mais ils pensaient que le bulletin était parti à Tlemcen pour 2-3 jours, qu'ils allaient. Alors là, j'ai été implacable, j'ai fait sortir les gens, et puis j'ai dit. Aussitôt, j'ai prévenu le sous-préfet dont je dépendais, qui était à une vingtaine de kilomètres de là. Je dis, et lui-même était un Français très déterminé. On venait avec les idées du général de Gaulle, on venait pour faire une Algérie indépendante et non pas une Algérie militaire à la solde de la France, etc. Donc on était très ferme. Et là, j'ai été soutenu. Mais par le sous-préfet, mais pas par beaucoup de militaires, etc. J'étais très mal vu. Alors j'avais 2 légionnaires, un Allemand, un Italien, dans mon groupe qui étaient chargés de ma protection. Quand ils ont vu la manière dont je travaillais, plus de torture, et un jour ils ont disparu. Ils étaient les légionnaires, ils sont retournés à la Légion. Formé tel que j'étais par mon ami chinois, il n'était pas question qu'on entre dans des affaires de torture où on allait pour l'indépendance de l'Algérie, on n'allait pas pour une reconquête française de l'Algérie. Et ça, Alors moi, je logeais au mess des officiers, je logeais je mangeais, on avait quelques Algériens qui logeaient avec nous, et qui mangeaient avec nous. Donc parmi ces Algériens se trouvait Slimane, qui est devenu mon grand ami par la suite. Alors Slimane, on a fait des grands partages ensemble jusqu'à 2 heures du matin parfois. C'est devenu un grand ami. Et c'est lui qui m'a ouvert aussi les yeux sur toute la région. Mais je ne savais pas qu'il était. C'est lorsque, 15 jours avant mon départ définitif, quand mon service militaire était terminé, que j'allais partir, mon remplaçant était arrivé. C'était un capitaine, parce qu'on avait trouvé que moi, j'avais des complexes de séminariste, donc ils ont amené un capitaine plus sérieux, marié avec ses enfants, et puis ils ont dit voilà, comme ça, là ça, c'est vrai que très bien, ce qui était en fait un désastre après mon départ. Hein. Avant mon départ, Slimane voulait me dire que, comme j'étais ingénieur, il fallait revenir en Algérie, et puis essayer de développer le pays avec que nous, eux, ils étaient tout à fait heureux que je revienne. On chassait, il disait, on chasse les Français, mais pas tous, hein. Il y en a qu'on veut rester. Et puis en même temps, c'est là qu'il m'a dit qu'il était le correspondant des maquis, les maquis qui étaient tout autour de nous, c'est lui qui donnait les informations de la Sarthe où il vivait avec nous. Il mangeait, il vivait avec nous. Alors, tu imagines le degré de confiance qu'il m'a fait pour me dire ça, 15 jours avant mon départ, sans que je n'en parle au capitaine qui m'a remplacé après sur place. Je ne lui ai rien dit de cette présence. Et Slimane, donc je croyais que je l'avais quitté définitivement. Mais c'est après, quand je suis rentré, tout de suite après la guerre, en sortant d'Algérie, la guerre a continué de plus belle. Et moi, j'étais au noviciat. Et un jour, je vois le capitaine qui me dit, voilà, et qui m'envoie un mot au noviciat pour me dire, voilà, ton petit ami Slimane est parti dans les maquis, en emportant toutes les armes de la SAS, et puis un certain nombre de militaires qui étaient avec nous pour notre protection, partis dans les maquis. Donc le noviciat était à la fois difficile, parce que passer de la guerre d'Algérie, des grands problèmes à ce silence, l'obligation d'entrer dans le silence, mais c'était l'obligation pour moi de revenir vers ce Seigneur qui m'avait guidé pendant longtemps. Je découvre donc davantage l'intériorité et la puissance aussi de la spiritualité ignatienne, le discernement des esprits, j'avais jamais entendu parler avant. Hein. Donc je découvre ça, et je découvre pour moi combien c'est lumineux. Donc c'était un moment difficile, parce que passer comme ça de la guerre, de la violence, puis aussi du pouvoir, hein, parce que je dirigeais des sections quand même de 20 à 30 militaires, etc. Donc c'était passé tout d'un coup dans un noviciat, il n'y avait plus rien à faire. Ça m'a obligé à laisser l'extérieur pour vivre de l'intérieur. Donc ça a été surtout pour moi
C'est là que j'ai découvert le discernement véritablement. Je ne savais pas qu'il existait une manière de discerner les esprits et tout, que je vivais comme ça, mais ça m'a permis de mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses. La philo, c'est là que j'ai découvert véritablement la compagnie, parce que je la connaissais moyennement quand je suis rentré au noviciat. Alors c'était des noviciats, des scholasticats de philo extrêmement ouverts. J'étais à Chantilly. Encore une fois, moi qui rêvais de la pauvreté, je me suis retrouvé dans le grand château des Rothschild à Chantilly. Les Rothschild avaient offert leur château à la compagnie en remerciement pour tout ce que la compagnie avait fait pour eux pendant la guerre de 40 pour les protéger des Allemands. Donc on était dans un grand château. Bon, j'ai découvert là quand même l'universalité de la compagnie. C'est quelque chose. C'est là que j'ai découvert le Cameroun. C'est là, à Chantilly, que j'ai découvert les premiers Camerounais, qui sont tous morts. Benoît Tangana, Soter Azongo, Evoussi, Mezakpe, Ving, oui, Ebga. Donc c'est là que j'ai découvert les premiers Camerounais, les premiers Asiatiques, les premiers Indochinois, les premiers Brésiliens. Être dans un scholastica international et se faire des amis qui étaient... Un de mes grands amis, c'était un Chilien que j'ai plus jamais revu après. Pour moi, c'était une expérience exaltante. Mes derniers vœux à Liberman. La pauvreté, c'était, je dirais, un contenu de ma vocation première avant d'entrer dans la compagnie. J'ai été très marqué par le père de Foucault, et notamment, tu vois, l'Algérie, et cette pauvreté de Nazareth, cette pauvreté par rapport à la famille, une pauvreté qui rend présent à des pauvres, tu vois. Donc pour moi, je n'ai jamais eu peur de me rapprocher des pauvres, parce que je me dis, la pauvreté qu'ils me font vivre, c'est la découverte de la pauvreté du ciel, et peut-être aussi la découverte de la place de la Vierge Marie, qui rentre aussi dans des zones de pauvreté, avec beaucoup de joie. C'est ça qui m'a... Voir la Vierge Marie qui regarde la pauvreté de son fils et qui, au lieu de se plaindre, est heureuse. Au début, je fais passer toutes mes vacances systématiquement, un mois, en pleine brousse à une trentaine de kilomètres de toute route goudronnée et tout. Il fallait se débrouiller par des pistes. Puis là, je circulais beaucoup dans les villages. Je connais beaucoup de petites pistes qui ne sont circulables que pour des piétons. Donc la pauvreté, certainement que ce contact avec les villages, la pauvreté... Mais pauvreté, pour moi, c'est aussi synonyme de simplicité. L'obéissance dans la compagnie. Moi, j'ai connu l'obéissance dans l'armée, j'ai connu l'obéissance en Algérie. Quand tu avais les armes en face de toi, tu étais bien obligé d'obéir. L'obéissance, elle est surtout dans la relation avec le provincial. Parce que c'est lui qui est maître de ta vie, qui peut t'envoyer ici ou là. Donc là, ça a été fait effectivement des moments cruciaux quand le provincial de France m'envoie en Afrique, au Cameroun. Heureusement, il a fallu toute la présence du père Duranville, qui était mon ancien provincial, qui, de provincial, a décidé de devenir recteur du collège d'Iberman, donc de tout quitter. Donc là aussi, l'expérience de tout quitter, c'est là que j'ai compris aussi l'obéissance. Tu ne quittes pas tout n'importe comment, tu quittes parce que le Seigneur te demande de quitter ça. Alors évidemment, le problème remonte à la foi, parce que si tu ne crois plus, si tu as des doutes, c'est toute l'obéissance qui chavire, même la pauvreté. À l'époque, j'ai connu les premiers supérieurs africains. J'étais même tout heureux d'avoir quand même une expérience. Je suis en Afrique, toujours des supérieurs blancs, ça n'est pas bien. L'obéissance m'a jamais posé tellement de problèmes. La sexualité m'a posé plus de problèmes que l'obéissance ou même la pauvreté. Et même une fois, je me souviens, ma mère m'avait dit, bon, tu grandis, les problèmes sexuels, ce serait bien que tu en parles un peu avec ton père, que tu vois un peu comment il voit les choses. Je suis allé vers lui une fois pour qu'il me parle un peu de la sexualité. Il m'a dit 3-4 mots, mais j'ai senti qu'il n'avait pas envie d'en dire beaucoup plus. Il a fallu surveiller beaucoup le vœu de chasteté,
on reste des hommes, et donc il faut être très attentif à ne pas se laisser glisser, hein. Mais en même temps, tu découvres la présence du Seigneur. Hein. Quand tu retrouves le Seigneur au cœur de la tentation, que tu vois, non, ce que je t'ai donné, la sexualité, c'est moi qui t'ai donné ça, il te fait revenir à l'essentiel de ce qu'il veut faire de toi. Ça, c'est très beau, parce que tu passes tout d'un coup à une autre vision intérieure, une autre relation avec le Christ. J'ai pas le complexe, waouh, qu'est-ce que c'est que ce monde féminin et tout. On allait, parfois, j'étais invité à Centrale, on allait à des surprises parties, vous savez, comme ça. Je connaissais pas de filles, donc j'amenais une de mes cousines, et puis on dansait ensemble, j'étais tranquille, je savais que c'était pas une fille à problème, hein. Mais je ne me suis jamais lancé dans les grandes expériences sentimentales avec une fille. Je peux dire que là, je me suis contenté de ce que le Seigneur me donnait. Et puis, j'ai eu la chance quand même d'avoir une mère extrêmement équilibrée, très chaleureuse, et qui m'a quand même donné le sens d'une sexualité qui n'est pas une sexualité d'interdit, mais la sexualité, c'est beau. C'est la présence du Christ que peut-être tu cherches, tu ne découvres pas, mais et quand tu trouves, tu vois progressivement comment tu maîtrises peu à peu des choses que tu n'arrivais pas à maîtriser. Mais il faut passer par beaucoup de souffrance, de culpabilisation. Tu te culpabilises dès que tu fais des petits écarts, mais le Seigneur résout tout ça. Je découvre un mot qui n'était pas très présent dans ma vie, c'est le terme de reconnaissance. Découvrir, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de sentir tant de personnes, tu vois, les anciennes libérales, etc., me dire on a reçu beaucoup de vous. Moi, je n'avais pas l'impression d'avoir laissé une trace particulière, hein. Donc tu découvres que des choses se passent dans ce que tu fais, et que le Seigneur est derrière, que et des choses durables. C'est-à-dire que beaucoup d'anciens que j'ai vus de Lieberman m'ont rappelé que ce qu'ils ont reçu, c'est ce qui leur a permis d'être des hommes debout dans leur situation actuelle. Aller ailleurs, bon, ça m'a fait, je me suis jeté à l'eau, comme lorsque je suis venu en Algérie, je ne connaissais rien, comme ensuite, lorsque j'étais envoyé en Afrique noire, je ne connaissais absolument rien de l'Afrique noire, hein. Donc je dis, Seigneur, c'est toi qui m'envoies, c'est toi qui me feras connaître le pays. Donc c'est pour ça que dès que je m'installe dans un nouveau pays, je cherche à le connaître, le comprendre, etc. Et je fais attention à ce que mon esprit ne s'évade pas vers le passé, la nostalgie, etc. Parce que le Seigneur est toujours là, vivant, hein.